Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour les décideurs de la gestion, vendredi, fin d'après-midi, fin de matinée, nous faisons le point sur l'actualité économique et financière de la semaine. Nous ajustons les stratégies, nous vous proposons dans l'émission que vous pouvez consulter sur le lien voisin sur le même site, les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, des conseils précis. Alors j'ai à côté de moi Daniel Tondu de Gestion 21. Alors juste Daniel, un petit mot de Gestion 21 puisque vous êtes un nouveau dans cette émission. Gestion 21, c'est une petite société de gestion que nous avons créée avec Laurent Goville il y a maintenant 6 ans. Et donc on développe une gestion indépendante, une gestion value, une gestion basée sur des principes essentiellement d'analyse financière et d'investissement à long terme dans des entreprises cotées. Vous avez un tropisme action par conséquent. Oui, exactement. Bien, alors les décideurs de la gestion, vous connaissez le principe. On commence avec l'actualité. Actualité cette semaine, c'est le retour de la politique, on va dire, sur les marchés et sur l'économie, avec ce blocage américain, ce shutdown comme ils disent, le blocage d'une partie des dépenses budgétaires, et avec cette crise italienne qui nous ramène un peu de crise dans l'euro. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous analysez ça? Alors ce sont deux sujets qui se rejoignent dans le sens où on pourrait dire que c'est des sujets de gouvernance des États. Nous sommes régulièrement, nous, sur les marchés, confrontés à la problématique des décisions de l'État, mais aussi des problèmes de gouvernance. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que font les États? Et le parallèle avec les entreprises, j'ai quand même l'impression, par exemple, que les entreprises ont beaucoup progressé en termes de gouvernance ces dernières années. Plus que les États. Je vous laisse le dire volontiers. Sans doute plus que les États. Et en tout cas, bon, alors c'est pas... Ces deux sujets, on les connaît, ils ne sont pas nouveaux. Ils créent un peu de perturbations boursières, mais dans le fond, ils ne sont pas majeurs, je pense. Pas majeurs. Le blocage américain, ça n'a pas un effet sur l'économie ou sur le climat des affaires aux États-Unis qui soit violent pour vous? Alors c'est difficile à dire pour nous, où nous sommes, mais les marchés... C'est déjà arrivé, hein, c'est arrivé des semaines du temps de Clinton, par exemple. Les marchés ne réagissent pas, je pense, de manière excessive, à juste titre, à ces événements. Oui, c'est ça. C'est un peu la surprise qu'on a sur à la fois les valeurs européennes qui baissent de 1 à 1,5% ou les valeurs américaines de 1,2 à 2% sur la semaine. Pourquoi ça? Alors que sur un an, on a des performances qui sont de 10 à 15%. Donc on pouvait imaginer qu'il y aurait la place pour une vraie consolidation alors qu'il y a un effritement en réalité. Je pense que notre vraie préoccupation d'investisseurs en actions, c'est véritablement de savoir où en est-on dans le cycle macroéconomique. Ce sujet-là, vous vous rappelez, au premier semestre, on avait des doutes très importants, on avait des prévisions économiques assez négatives pour l'ensemble de l'année. Et la plupart des économistes, d'ailleurs, se sont fait un petit peu piéger dans les publications qui sont intervenues on a un sentiment qu'il y a eu un tournant. Le début de l'année, on se disait, ça va pas... Le point bas, par exemple, en Europe, va se passer au premier semestre. Et puis à la fin du premier trimestre, on a commencé à douter et finalement, la machine est lancée. Oui, alors parce derrière l'Amérique. On a pu constater qu'on ne décroissait plus. Oui. Alors est-ce que pour autant on est dans une phase de croissance? J'en suis pas sûr, mais en tout cas, inversion de l'anticipation de décroissance du PIB. Et donc c'est ça notre vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'on a arrêté de baisser? Est-ce qu'on va repartir un petit peu? Et donc les marchés... Est-ce que l'effet buvard des États-Unis va se concrétiser réellement en réalité? Difficile à dire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Europe sera à la traîne. Ça, c'est incontestable. Alors, de quelle manière, dans quelle proportion, toute la question est là. On va faire un petit tour du monde. Mais d'abord, un avantage de ces crises politiques, c'est qu'on se dit que le pouvoir revenant aux banques centrales, les banques centrales vont continuer à nourrir la machine tant qu'on n'y voit plus clair. C'est peut-être quelque chose qui rassure un peu les investisseurs. Oui, alors le sujet est momentané, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'on ne fait que reporter des décisions qui seront quand même un petit peu difficiles de resserrement monétaire, qui sont inévitables. Donc on a reculé pour sauter un peu mieux. Mais oui, on recule beaucoup. Bon, maintenant, on voit bien qu'il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente à la Fed fin janvier. D'ici là, il ne va pas se passer des choses probablement dramatiques de ce point de vue-là. Non, je ne pense pas. Donc on a des marchés qui ont des flux qui sont plutôt favorables.
Alors, les flux sont légèrement favorables. Après avoir été très défavorable pendant 15 ans presque. Il ne faut pas s'emballer sur le retour massif des investisseurs sur les placements risqués. On a changé suffisamment les réglementations pour que la place pour les placements risqués reste modeste. L'aversion au risque est importante et donc on n'a pas encore de mouvement, je pense, très important de reflux positif vers les marchés. Quelque chose qui a pas mal bougé cette semaine, je regarde, ce sont quand même les monnaies. L'euro a pris 1% contre le dollar, c'est pas mal sur 5 jours. Donc il y a quand même une conséquence de ce blocage américain. Oui, c'est clair. C'est clair que ça, c'est la grande surprise, je dirais. C'est-à-dire qu'un euro qui reste fort, oui. Peut-être malheureusement. Malheureusement, mais voilà. c'est comme ça. Mais c'est peut-être quelque chose qui, alors là pour le coup, pour les flux, peut favoriser des investissements américains qui n'attendent plus la baisse de l'euro pour venir investir sur des sociétés. Oui, tout à fait. Et au-delà de l'euro, ce qui est l'enjeu des monnaies, en particulier des émergents, les dévaluations importantes des monnaies émergentes, leur redonne un pouvoir de commercialité significatif. Et donc, je pense qu'on oublie cet aspect-là dans les difficultés que nous aurons nous-mêmes à enclencher un processus de croissance. Alors, juste un petit tour du monde. Donc, les États-Unis, malgré le blocage, il y a une croissance. Pas colossale, mais il y en a une. Et là, elle est accrochée. Si on fait le tour par l'autre côté, le Japon. Le Japon, moi je suis très perplexe sur les évolutions en cours. Je n'y investirai probablement pas. Oui. L'incertitude est un facteur de méfiance, à mon avis, suffisant pour un investisseur. Alors, les grands émergents derrière la Chine, donc du mieux du fait à la fois de la baisse des matières premières et de la monnaie, comme vous le disiez, de la force en fait de l'euro contre le dollar. Oui, mais les émergents ont un problème de balance de paiement qui est important, qui ne va pas se régler par une dévaluation. Les flux de capitaux sortent de manière... Là, pour le coup... la Chine ne peut pas dévaluer, sa monnaie n'est déjà pas extrêmement bien valorisée, et les autres sont du dollar. Exactement. Donc de fait, la situation des émergentes risque d'être assez médiocre encore pendant pas mal de temps. Donc, et on finit avec l'Europe. Donc l'Europe peut être un espoir en termes de croissance. On a touché le fond de la piscine, on n'a pas beaucoup rebondi, mais on semble l'avoir touché. Oui, alors je dirais ce qui est important dans le lien entre décision publique et croissance économique, c'est peut-être l'idée que les anticipations des chefs d'entreprise ont peut-être un peu changé. C'est-à-dire qu'à force d'être très négatifs, ils ont peut-être pris quelques décisions pour investir un peu davantage, pour remplacer leur matériel, pour recruter. Ça paraît curieux, parce que le climat général n'est pas bon, surtout en France, notamment le climat politique, mais on sent un meilleur climat chez les entreprises. C'est votre sentiment pour celles que vous voyez régulièrement On peut dire ça, je dirais. Mais pour la France, je dirais, les décisions publiques, le lien entre décisions publiques et situation macroéconomique est important. Il est important dans le symbole et dans l'anticipation d'investissements, aussi bien en recrutement qu'en investissement machine pour les entreprises. Et de ce fait, les quelques décisions que l'on a eues quand même de notre gouvernement vont dans le bon sens, même si elles ne sont pas considérables en amplitude. Elles sont toutes, je pense à la flexisécurité, je pense au CICE, je pense à un début de réforme énième début des réformes des retraites. Mais ces facteurs-là, on marque un signal pour dire aux chefs d'entreprise, on arrête de dégrader probablement la situation des entreprises. Donc, en soi, ça ne leur donne pas une bouffée d'oxygène extraordinaire, mais c'est un symbole important, peut-être, pour débloquer des décisions d'investissement, pour débloquer des projets. Tous les chefs d'entreprise ont forcément des projets, et ces projets peuvent attendre, peuvent être abandonnés, peuvent être reportés. Et là, on a peut-être quelques éléments qui font qu'on redémarre certains projets, et en particulier dans le recrutement, par exemple. Il y a un sens, oui, on le voit donc, avec notamment l'activité des spécialistes du travail temporaire qui est bonne. Qui a arrêté de se dégrader. Oui. Voilà, qui est bien meilleur, on va dire. Bien, deuxième chapitre, actualité des valeurs. Alors rapidement, comme on le disait tout à l'heure, les marchés n'ont pas beaucoup réagi cette semaine, malgré cette actualité politique un peu spéciale. Alors, en prenant un peu la liste des variations, je note dans les hausses aviation Latécoère, et c'est une interrogation sur l'ensemble du secteur. Comment êtes-vous à la fois sur la valeur et sur le secteur? Alors, c'est un très bon secteur d'un point de vue structurel. C'est un secteur qui a beaucoup d'avantages.
oligopolistique, donc marge élevée, croissance structurelle dans tous les pays, et innovation technologique qui permet également d'accélérer les renouvellements de flotte. Donc, et un avantage important, l'Europe est très forte sur ce secteur. Oui, la France également très forte sur ce secteur. C'est un duopole qui est quand même européen et américain. Voilà. Et donc, la France très forte. Oui. Et donc on retrouve des effets sur les constructeurs, sur les sous-traitants des constructeurs, sur les sociétés qui font de la recherche externalisée pour le compte des constructeurs. Donc le secteur mérite d'être regardé dans un cycle, j'ose à peine dire un cycle, mais dans une situation de croissance. Voilà. Donc c'est un secteur qu'il faut avoir en portefeuille. Alors, et la TECOR, ce dossier-là, ce petit dossier? Donc la TECOR, c'est un petit dossier du secteur, mais qui est important sur ce marché. C'est un nom historique, en plus. Qui a connu des difficultés importantes liées à sa croissance. Quand vous avez une croissance trop importante avec des fonds propres insuffisants, c'est pas possible. Et donc l'entreprise est progressivement en train de se réorganiser de ce point de vue-là, et je pense qu'elle est en phase de normalisation. Ça aussi, s'il vous plaît. Oui. Quand je regarde dans les baisses, parce que cette semaine on baissait, je note un peu de services pétroliers. La semaine dernière, c'était Valorec. Cette année, il y a CGG Veritas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors nous, on aime bien le secteur des services pétroliers, plus que celui des compagnies pétrolières d'ailleurs. Parce que ça a plutôt mieux marché. Je dirais sur le long terme, on a des sociétés en Europe et en France qui sont très fortes sur ce secteur. Je pense vous citiez CGG qui est un bon exemple. On peut citer Technip, on peut citer Vallourec, etc., qui sont quand même des très belles entreprises qui sont bien gérées et qui profitent. Donc on aime bien ce secteur. Alors ponctuellement, il peut subir des semaines un peu... Ça a toujours été un secteur qui bouge beaucoup. C'est un secteur qui bouge beaucoup. Là, on a eu depuis 1 an et demi le feuilleton de l'italien, de Saipem, qui a tapé sur l'ensemble du secteur, boursièrement en tout cas. Oui, parce qu'en fait, sur ce marché du pétrole, c'est les grandes compagnies qui donnent le tempo, si je puis dire. Et les grandes compagnies, le rapport de force depuis 10 ans a quand même bien évolué, il ne faut pas l'oublier. C'est les compagnies nationales, comme on dit, des pays producteurs, sont devenues beaucoup plus fortes et ont imposé, peut-être suite aux événements critiquables du Venezuela, par exemple, mais ont imposé des conditions beaucoup plus difficiles aux grandes compagnies dites internationales. Par contre, les équipementiers sont omniprésents auprès vous citiez des grandes compagnies nationales, exactement. CGG, il y a toujours besoin des cartes marines, etc. Exactement. Donc de fait, elles ont un savoir-faire, elles ont une technologie qu'elles peuvent défendre auprès de toutes les grandes compagnies. Alors toujours en descendant le palmarès de la semaine, Michelin perd 6,4%, c'est une société qui est souvent déconseillée dans cette émission. Comment vous analysez Michelin en général, parce qu'effectivement la baisse de la semaine peut peut-être se reconsidérer sur plus long. Michelin, on peut le regarder de deux manières, à moyen terme et à court terme, je dirais. Donc nous sommes investisseurs à moyen terme. À moyen terme, c'est un très beau dossier qui offre belle qualité de gestion, croissance de capacité et positionnement sur les pays où il y aura le plus de croissance. Je pense à la Chine, le Brésil, à moyen terme. À court terme, il suffit que Michelin fasse une déclaration en disant que... Ils sont prudents, ils sont naturellement pas extrêmement vendeurs du titre. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'ils ont fait une déclaration en disant le marché des pneus miniers va être moins bon cette année que ce qui était anticipé, etc. Parce que les stocks chez les revendeurs sont trop importants par rapport à ce qu'on anticipait. Voilà, donc le marché surréagit à ça. Je pense qu'on peut laisser le marché surréagir. Ça peut être l'occasion de... Exactement. Donc on y reviendra. Alors, troisième chapitre, gestion. On voit quand même sur les marchés en général, dans cette année, qui est plutôt une bonne année, baisse des volumes, baisse de la volatilité. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Alors, baisse de volatilité, on ne va pas s'en plaindre pour ceux qui considèrent que c'est le risque d'un placement action, ce qui est une interprétation que l'on peut contester. Baisse des volumes, ce n'est que l'illustration des faibles flux de capitaux qui vont vers les actions. Il y en a moins qui sortent, il y en a un peu plus qui rentrent, mais le solde n'est pas suffisant. Les marchés actions ne sont pas des grands marchés de liquidité, c'est clair. Alors, juste un petit mot sur les matières premières. Les matières premières, elles sont calmes, y compris le pétrole, malgré des crises. L'affaire syrienne n'a presque pas fait monter
augmenter le baril. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut en profiter directement? Alors, le marché des matières premières énergétiques est un marché mondial compliqué. Oui, Vous avez du gaz, du charbon, du pétrole, et tout ça se bagarre, ça circule un peu. Le gaz, ça circule, on met ça sur des méthaniers. Le pétrole, ça circule, le charbon aussi. Et donc, vous avez... Il y a que l'électricité qui, pour le moment, circule pas beaucoup. L'électricité ne circule pas et qui plus est ne se stocke pas. Donc, c'est un double handicap. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut du gaz, du charbon, du pétrole pour produire l'électricité en général. Voilà. Donc, de fait, les prix aujourd'hui sont contraints globalement par quoi? Une offre qui est importante du côté du gaz non conventionnel, comme on dit aux États-Unis, qui pèse sur l'ensemble de la chaîne, le prix du charbon qui est exporté, qui arrive en Europe à des prix assez faibles. Et donc l'offre est importante et la demande n'est pas considérable. Et pourquoi? Parce que la demande, c'est la croissance mondiale et elle est pas très euphorique. Les émergents qui étaient très très consommateurs ont une croissance qui s'infléchit un peu. Voilà. Et on peut en profiter? Est-ce que sur des consommateurs, des gros consommateurs d'énergie ou des choses de ce genre? Alors, je ne sais pas s'il faut en profiter, mais les prix de l'électricité en particulier ne sont pas excessifs, mais comme on le disait à l'instant, essayez de stocker un peu d'électricité chez vous, ce sera difficile. Monsieur Bolloré va essayer de nous montrer comment on peut le faire dans les semaines qui viennent. Alors, les concepts d'investissement du moment, Daniel. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Très concrètement. Nous sommes convaincus que le marché n'est pas particulièrement bradé, mais qu'il faut être investi en action parce que il y a toujours des opportunités. Alors, il y a des entreprises qui sont trop chères, donc en tant que gérant value, c'est difficile de les avoir en portefeuille. Je pense aux grandes valeurs emblématiques comme Essilor, Air Liquide. Oui, tous ceux qui ont bénéficié de la croissance mondiale, voilà. L'émergence des ce qu'on a appelé les nouveaux riches peut-être. Il faut être un peu prudent sur ces valeurs-là aujourd'hui. Elles sont chères. Voilà. Les valeurs cycliques sont plutôt à leur prix. Et à l'autre côté, vous avez un certain nombre de valeurs qui sont particulièrement pas chères. Les cycliques, vous les trouvez à leur prix? Oui. On est plutôt en début de cycle, c'est moins compliqué. Oui, mais elles ne sont pas ni chères, ni elles sont dans un prix raisonnable. Et on peut faire son marché, je pense par exemple aux cimentiers, on peut faire son marché sans trop de difficultés sur les cycliques. Par contre, vous avez des entreprises qui sont apparemment pas chères, mais ça peut être peut-être une illusion. Parce que c'est des entreprises qui ont un certain nombre de problèmes un peu existentiels, je dirais. On ne connaît pas forcément les évolutions encore définitives au niveau de la réglementation bancaire. On ne connaît pas encore complètement la situation de concurrence organisée par les États au niveau des entreprises de télécom. Et on ne connaît pas la situation de tarification, on le voit bien en France sur EDF, au niveau des prix de l'énergie. Oui. Donc tout ça a des effets qui font, sans parler de l'automobile. Donc vous vous méfiez de ces valeurs en apparence pas extrêmement chères. Mais il faut faire très attention. Alors, on peut trouver à faire son marché sur ces valeurs-là, mais ce n'est pas aussi simple que l'apparence de la sous-valorisation. Donc en sens inverse, ce que vous privilégiez le plus? Donc ce qu'on aime bien, comme je vous le disais, le secteur aéronautique. Oui, vous en avez dit un mot. Alors dans le secteur automobile, les équipementiers automobiles nous semblent attractifs parce qu'ils ont repris un pouvoir important par rapport aux constructeurs automobiles. Les constructeurs sont des assembleurs maintenant, donc exactement. Effectivement... Exactement. Donc de fait, la valeur est beaucoup plus chez les équipementiers que chez les constructeurs. Et là en France et en Allemagne, on est pas mal placé. Exactement. Autre secteur qu'on aime bien, c'est le secteur de l'assurance, par exemple. Alors ça, c'est plus original, parce qu'on a toujours peur dans l'assurance. Oui, alors si on croit un peu à la hausse des taux d'intérêt, ce qui est notre cas, alors jusqu'à un niveau qui ne serait pas considérable malgré tout, les assureurs en bénéficieront sur tout leur portefeuille d'assurance, qui aujourd'hui ont des rentabilités relativement faibles à cause des niveaux de taux d'intérêt bas. Donc il y a probablement des améliorations de rentabilité des portefeuilles d'assurance à attendre. Bien, alors le secteur de l'investissement des entreprises, tout ce qui a permis finalement de faire des gains de productivité qu'on voit dans les chiffres du chômage dans le mauvais côté, donc les sociétés de services informatiques, les sociétés de logiciels, etc., c'est quelque chose que... Oui, une société de services informatiques, oui, logiciels... un petit peu plus avec de la prudence. SAP, plus de prudence. Bon, la technologie, d'une manière générale, on est très prudent sur la technologie parce que ça bouge très vite. La valeur n'est pas toujours là.
Et lorsqu'elle est là, elle ne dure pas forcément très longtemps. Donc une grande méfiance sur la technologie de manière générale. Alors je sais que vous avez un tropisme un peu particulier, on en a parlé en préparant l'émission, c'est que vous vous intéressez à un secteur qui n'a rien fait depuis un an, qui est l'immobilier coté, moins 1% sur un an, dans une année où la bourse monte de 15. Alors pourquoi ? Exactement. Le secteur immobilier s'est comporté comme une obligation. Et donc, à partir du moment où on pense les taux ont un peu monté, donc ils ont un peu baissé. Voilà. Les gens considèrent que valeur taux d'intérêt, hausse des taux d'intérêt, anticipation de hausse des taux d'intérêt ne justifie pas de s'intéresser à l'immobilier. Bon, on pense que c'est une erreur, parce que l'immobilier offre un rendement aujourd'hui de 6%, qui nous semble sécurisé sur les 5 prochaines années, sans trop de difficultés. Donc l'immobilier coté, c'est surtout des centres commerciaux ou aussi des bureaux ? Bureaux, centres commerciaux, entrepôts logistiques, quasiment pas de logement. Donc on n'est pas sur ce secteur du logement. Le logement qui est plus compliqué. Probablement trop cher en valorisation. Voilà. Voilà, donc l'immobilier a une place dans les portefeuilles. On estime que il n'est pas illogique d'avoir 10% d'immobilier. Alors on peut le faire de plusieurs manières, immobilier direct, immobilier sous forme de part, de SCPI ou autre. L'immobilier coté a beaucoup d'avantages. C'est des petites coupures pour acheter. Oui, c'est ça. Pour acheter un immeuble. Vous pouvez acheter une petite coupure à 180 € du Forum des Halles ou des 4 dans la Défense. Voilà, ce qu'on ne peut pas faire, ce que tout un chacun ne peut pas faire. Donc ça, c'est un avantage considérable. C'est les meilleurs gestionnaires. Et ça, depuis 20 ans. Ils l'ont prouvé. Et je dirais même que quand on compare les performances sur quelques périodes que ce soit, l'immobilier coté a fait la meilleure performance de tous les placements financiers depuis 20 ans. Et ça, les gens l'ont oublié. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est d'abord une valeur de rendement. Et le rendement, vous l'avez dans la poche tous les ans. Oui, on ne le voit pas dans on n'a pas besoin d'une plus-value, forcément, pour faire une performance sur ce secteur. Par an, on doit doubler tous les 12 ans ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est très bien. Ce 6%-là nous semble vraiment attractif aujourd'hui. Et donc, plutôt les centres commerciaux ou plutôt l'ensemble du secteur ? Bureaux et centres commerciaux, les deux, selon les moments, selon les tailles de société, selon les stratégies. Voilà. Alors, il y a un débat sur les centres commerciaux en termes de distribution, part de marché des centres commerciaux dans la distribution par rapport à Internet, par rapport aux boutiques, par rapport au retail park. C'est un sujet qu'on connaît bien, sur lequel on vient de faire une table ronde qui démontre qu'il y a une bagarre, une compétition, mais chacun doit défendre une position et il y aura une part de marché pour Internet, mais qui ne sera pas la totalité, évidemment. Il y aura toujours besoin de boutiques, il y aura toujours besoin de contacts directs avec des conseillers, avec des produits pour pouvoir les voir. Alors qu'une approche d'allocation d'actifs, vous dites donc pas idiot de mettre 10% dans l'immobilier coté, le reste ? Alors les actions pour nous doivent avoir une place qui peut facilement représenter 10% dans un portefeuille, à côté de l'immobilier. Pour un particulier qui investit sur le moyen et long terme dans le cadre d'une préparation de retraite, par exemple. Donc je pense que les deux peuvent avoir une place à peu près équivalente. Très bien, ce sera le mot de la fin. Daniel Tendu, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et pour les conseils précis de l'analyse de Daniel Tendu, rendez-vous en cliquant sur le lien voisin sur le même site pour l'émission courte. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils. Au revoir.